Bonjour tout le monde. Mon nom est Pascal Vaillancourt. Je suis le directeur général de l'organisme Interligne et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va tenir une conversation de sensibilisation entre différents intervenants et intervenantes dans le but de sensibiliser les gens à la sortie du projet de loi qui est du projet de loi numéro 2 sur la réforme de la famille qui est sorti jeudi dernier. Le but étant de démystifier un petit peu les impacts de ce projet de loi dans la vie de certaines communautés LGBTQ+. Particulièrement aujourd'hui, on va parler des communautés trans, non-binaires et intersexes. Et je suis accompagné d'une belle gang de personnes autour de la table pour aborder ces sujets-là. Et je vais donc commencer avec un tour de table, en fait, pour que les gens puissent se présenter. En commençant avec toi, Henri June. Bonjour, moi c'est Henri June, mes pronoms c'est il, lui. Je suis un homme trans non-binaire, créateur de contenu, conférencier, podcasteur. Puis je viens parler ici du PL2 parce que ça vient me toucher directement. Ça m'a beaucoup affecté cette semaine parce que, comme vous pouvez deviner, c'est anxiogène de voir ses droits potentiellement, je sais pas, comme ça. C'est c'est une drôle de semaine. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être ici. Je continue avec Gabriel. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Gabrielle Bouliane Tremblay. Mes pronoms c'est elle. Je suis une femme trans. Je suis actrice, autrice et co-porte-parole Interligne. Et comme June, je suis en fait là pour démystifier, sensibiliser, conscientiser sur les enjeux de ce projet de loi-là et les impacts que ça peut avoir sur nos vies. Merci d'être ici, Gabriel. Merci. Hélène. Oui, moi, c'est Hélène Beaupré. Mes pronoms sont Yel et Elle. Euh, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des impacts de la loi sur les personnes intersexes et les conséquences terribles que ça peut avoir. Je travaille chez Interligne depuis quelques années déjà. Je suis à la ligne d'écoute et aussi je suis sur un projet pour les personnes intersexes, justement, qui a été subventionné par le Bureau de lutte contre l'homophobie. Merci, Hélène. Jérémy. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jérémy Boulanger-Bonelli. J'utilise les pronoms il, lui. Je suis vice-président d'Interligne, mais dans la vie de tous les jours, je suis aussi avocat québécois. Je fais aussi mon doctorat en droit à l'Université de Toronto en ce moment et puis je suis chargé de cours à la faculté de droit de l'Université McGill. Je suis ici ce matin pour apporter la perspective un peu juridique là, et répondre aux questions de droit sur le projet de loi. Merci beaucoup, Jérémy. Et Mireille. Bonjour, je m'appelle Mireille Saint-Pierre, pronom elle, je suis à la coordination de l'intervention clinique chez Interligne. Aujourd'hui, je vais jouer le rôle de co-animatrice et je suis aussi également présente pour parler un peu plus du côté intervention et l'impact qu'on entend dans nos différents services d'intervention. Merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez été sursollicités beaucoup, particulièrement les personnes militantes, là, puis que ça vous attache, ça vous affecte également émotivement plus directement que d'autres communautés. Donc, j'apprécie particulièrement le fait que vous ayez accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est pas nécessairement un exercice facile et j'en suis bien conscient. Malgré qu'aujourd'hui, on a une superbe équipe autour de la table pour parler des enjeux de ce projet de loi-là, je tiens quand même à dire qu'il y a aussi plusieurs autres réalités qui ne sont pas autour de la table. Il va peut-être y avoir des limites à notre conversation, des biais. Donc, autour de la table, on n'a pas de personnes racisées, on n'a pas de personnes autochtones, on n'a pas non plus les familles pluriparentales qui sont affectées dans le projet de loi. Bref, vous comprenez où je veux aller avec ça, c'est qu'il nous manque des réalités. Donc, on aura aujourd'hui la perspective de certaines communautés, mais on n'a pas celle de tout le monde. Et je tiens juste à mettre ça clair sur la table dès le départ. Je vais commencer. Vous avez déjà un peu mis la table, mais j'ai envie de faire un premier tour de table pour savoir quelles émotions ce projet-là, en un ou deux mots, là, pas besoin d'aller tout de suite dans le concret parce qu'on va y rentrer dans la conversation, mais une ou deux émotions que ce projet-là vous a suscité depuis jeudi, là, en commençant peut-être en refaisant le tour de table, en fait, commençant avec toi, June. Je dirais que mon principal mot, c'est que je suis fatigué.
Je suis fatiguée. Fait que je suis fatiguée de manière corporelle, mais aussi de manière émotive, spirituelle. Je pense que je suis tannée qu'on vienne s'attaquer à mes droits, puis beaucoup de fatigue. C'est clair. Je continue avec toi, Gabrielle. Les mots, ce serait colère, indignation et fatigue. Vraiment, comme Henry June, depuis 6 jours déjà, en fait, je dors mal, je me réveille en plein milieu de la nuit, angoissée, parce que nos droits sont menacés. Donc, c'est ce que je dirais. Mm-hmm. Toi, Hélène? Colère. Colère, tristesse et aussi stupéfaction. J'en reviens pas que dans mon Québec, là, ça puisse se passer, qu'on puisse bafouer nos droits comme ça. Là, tout d'un coup, on se réveille un matin, puis cette loi-là qui apparaît, j'en reviens pas encore. Je suis encore stupéfaite. OK. Toi, Jérémy, qui a quand même œuvré un peu sur la défense de droits pour les personnes trans au Québec non-binaires, ton émotion liée à tout ça? Ben, moi, j'ai le privilège de ne pas être touché directement par ce projet de loi-là en tant qu'homme cis, fait que je reconnais ce privilège-là, mais j'ai beaucoup de déception en fait parce que, comme tu le dis, là, j'ai travaillé comme avocat sur le dossier du Centre de lutte contre l'oppression des genres. J'étais un des multiples avocats. C'est ce dossier-là qui a mené finalement au projet de loi un peu. Puis c'était tellement un beau dossier dans le sens qu'on aurait aimé mieux pas avoir à le faire, mais la communauté s'est tellement mobilisée autour de ce dossier-là. Puis on a passé 2 mois dans la salle de cours à expliquer les réalités des personnes trans et non-binaires. Puis il y avait du monde du gouvernement qui était là puis qui écoutait ces réalités-là. Puis je ne peux pas croire qu'après avoir entendu toutes ces histoires-là, on en arrive à un projet de loi qui est aussi ridicule que ça. Donc c'est beaucoup de déception puis de la colère aussi par rapport à ce projet de loi-là. Finalement, Mireille, toi, qui fais de l'intervention, qui est diplômée en sexologie puis qui entend toutes sortes d'histoires à l'année longue depuis plusieurs années chez Interling, comment tu vis ça? Ben, comme Jérémy, j'ai le privilège d'être une personne cis. Moi, je me sens vraiment impuissante, je dirais, en tant que personne qui entend, qui écoute, mais aussi face aux réalités que mes amis, que ma famille, que les gens que j'aime vivent, que mes collègues aussi. En fait, c'est ça. Évidemment, de la colère aussi, mais je pense que mon émotion la plus forte, c'est l'impuissance par rapport à tout ça. Ben, merci beaucoup tout le monde de le partager. Jérémy, j'aurais envie de commencer un peu avec toi pour que tu puisses nous expliquer peut-être un peu en quoi il est problématique, ce projet de loi-là. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est un projet de loi qui est assez immense, là. Il y a 116 pages, beaucoup d'articles. Puis, pour donner un peu de contexte, c'est un projet de loi qui, à la base, devait être déposé principalement pour les questions de droit de la famille. Le droit de la famille n'a pas été réformé au Québec depuis 1980. Donc, c'était vraiment le temps d'avoir cette réforme-là. Puis, il y a des bons éléments dans le projet de loi à ce niveau-là, faut le reconnaître aussi. Mais le deuxième aspect du projet de loi, c'est, comme je le mentionnais, il y a eu le dossier mené par le Centre de lutte contre l'oppression des genres en cour supérieure. Le jugement du juge Moore a été rendu en janvier dernier, janvier 2021. Puis le jugement a invalidé beaucoup d'articles du Code civil du Québec qui portaient atteinte aux droits des personnes trans et non-binaires. Puis le juge a dit au gouvernement, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour rectifier la situation, puis changer le Code civil pour respecter ces droits-là. Donc, le gouvernement a été un peu obligé de faire le travail, puis a décidé finalement d'intégrer dans le projet de loi sur le droit de la famille ces articles-là sur les communautés trans, non-binaires et intersexes. Évidemment, ce n'est pas le projet de loi qu'on attendait. Puis le ministre, c'est un peu drôle en fait parce qu'à la radio récemment, il disait que le projet de loi répondait en tout point au jugement, mais en fait, le projet de loi fait exactement le contraire de ce que le jugement a dit qu'il fallait faire. Je vais passer peut-être juste très rapidement, comme je le disais, c'est assez complexe, mais passer très rapidement les différents éléments du projet de loi. Premièrement, il y a les communautés trans qui sont directement affectées. Évidemment, on a beaucoup entendu parler de l'exigence qui est réintroduite d'avoir des chirurgies ou des traitements médicaux pour demander le changement de la mention de sexe sur les certificats de l'état civil. Donc, il y a plusieurs articles du projet de loi qui rajoutent cette exigence-là. Ça, évidemment, c'est un recul immense parce que depuis 2015, ce n'était pas exigé. Donc, avant 2015, l'exigence était là. Puis en 2015, il y a eu un projet de loi qui a fait en sorte qu'on retire cette exigence-là.
Puis là, on recule des années en arrière en réintroduisant cette exigence-là aujourd'hui. À ça s'ajoute aussi un régime d'identité de genre. Donc, les gens vont pouvoir demander un peu plus facilement d'ajouter une mention d'identité de genre sur les certificats de l'état civil. Cette mention-là, par contre, c'est aussi un problème, puis on en parlera certainement là, des impacts pratiques, mais ça force les personnes trans et non-binaires à faire leur coming out quotidiennement parce que finalement, c'est ces communautés-là qui vont demander l'ajout de la mention d'identité de genre. Les personnes cis vont seulement rester avec une mention d'identité de sexe et pas d'identité de genre. En plus, ce n'est pas clair du projet de loi si la mention d'identité de sexe va être ajoutée à la mention d'identité de genre. Donc, si les deux vont se retrouver sur le certificat de naissance, évidemment, si une personne, par exemple, a une mention M de sexe, mais une mention F d'identité de genre, il y a une contradiction entière ici qui peut également poser problème pour les communautés trans. Puis tout ça est empiré aussi par le fait que les copies des actes de l'état civil, dès qu'ils vont être modifiés, par exemple pour rajouter une mention d'identité de genre ou pour changer la mention de sexe, il va falloir que les documents de l'état civil indiquent que le document a été modifié. Donc, évidemment, ça aussi, ça va poser problème en faisant des coming out forcés pour les personnes des communautés trans. C'est pas clair aussi l'impact que tout ça va avoir sur d'autres documents d'identité dans la société. En gardant l'identité, la mention de sexe, puis en l'assujettissant à des changements chirurgicaux ou médicaux. Est-ce que, par exemple, la RAMQ, sur les cartes d'assurance maladie, va utiliser la mention de sexe ou l'identité de genre? Ça, ce n'est pas dans le projet de loi. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis évidemment, c'est ces autres documents-là aussi que les personnes des communautés trans et non-binaires utilisent au quotidien pour s'identifier. Donc ça peut poser problème si les institutions gouvernementales décident de rester attachées à la mention de sexe plutôt qu'à l'identité de genre. Rapidement, il y a d'autres communautés qui sont touchées aussi. Il y a les parents trans qui faisaient partie du recours en cours supérieur. Un changement qui est fait, c'est de leur permettre de se désigner comme parents au lieu de père ou mère. Par contre, il y a aussi certains problèmes qui sont attachés à ça. D'une part, si une personne décide de faire un changement de sexe ou d'identité de genre, de cette désignation-là de père ou mère, dès qu'il y a un enfant de 14 ans ou plus qui s'objecte à cette demande-là, donc prenons un exemple, quelqu'un est un père, veut devenir mère en raison de son changement d'identité de genre, puis là, son enfant de 15 ans s'objecte, automatiquement, cette personne-là va devoir être désignée comme parent. Donc, le choix de la personne n'est pas respecté. Il n'y a pas moyen de s'en sortir si jamais, par exemple, l'enfant est transphobe. Une autre chose aussi, c'est que la désignation père, mère ou parent va suivre l'identité de genre masculine, féminine ou non-binaire. Donc, la personne, par exemple, qui est non-binaire, mais qui aimerait se faire désigner comme père parce qu'elle se présente dans la société un peu plus avec une apparence masculine, puis pour éviter de la discrimination, par exemple, elle peut vouloir se désigner comme père, mais cette personne non-binaire-là n'aura pas le choix, va devoir être désignée comme parent. Donc, ça aussi, ça pose problème au plan de l'autodétermination des personnes. Puis là, je le disais, c'est complexe. Fait qu'il y a un troisième aspect. Il ne faut pas oublier les personnes intersexes aussi. Donc, il y a une exigence que le projet de loi ajoute de déterminer le sexe très rapidement à la naissance. Donc, le projet de loi ajoute la mention de sexe indéterminé si le sexe n'est pas possible d'être déterminé à la naissance. Mais il rajoute qu'il faut déterminer le sexe dès qu'il est possible de le faire. Donc, ça, ce que ça risque de faire, c'est que ça va augmenter les pressions qui existent déjà dans le milieu médical, puis aussi auprès des parents, pour faire des chirurgies pour déterminer le sexe de l'enfant très rapidement après la naissance, ce qui mène à des mutilations puis des chirurgies qui sont indésirées puis qui peuvent poser problème dans le futur pour l'enfant. Donc, ça, c'est les trois catégories de personnes qui sont affectées. Puis, au final, comme je le disais, le ministre a dit beaucoup dans les médias là, que le projet de loi répondait au jugement Moore parce que le jugement Moore disait l'identité de genre, ce n'est pas la même chose que la mention de sexe. Mais ce n'était pas ça le message principal du jugement. Le message principal du jugement, c'était toute exigence qui fait en sorte que les personnes trans, non-binaires et intersexes sont traitées différemment que les personnes cis. Puis qui font en sorte que ces personnes de ces communautés-là doivent s'identifier dans la société. Ça, c'est problématique, peu importe l'exigence qu'on met en place. Donc, pour respecter le jugement, il faut vraiment que le projet de loi soit modifié pour faire en sorte que ces exigences-là d'identification des personnes trans, non-binaires et intersexes soient retirées en pleine égalité avec les personnes cis.
Merci, Jérémy. C'est un bon résumé. Merci beaucoup pour cette lumière-là. J'aurais envie de commencer peut-être avec Henri-June, Gabriel. Dans le quotidien, comment ça peut se répercuter tout ça, selon vous, de votre expérience, mais aussi de votre connaissance par rapport à ces réalités-là? Moi, un truc qui m'a vraiment fait poser plein de questions, j'ai essayé de lire le texte de loi, mais comme Jérémy, j'ai pas un background, donc j'ai vraiment essayé du mieux que je pouvais. La chose qui vient me mélanger vraiment, puis qui montre aussi à quel point le gouvernement n'a pas de connaissances par rapport aux enjeux trans, c'est euh, ils disent qu'il faut avoir des chirurgies qui vont changer nos caractéristiques sexuelles. Mais comme vous savez sûrement, il existe plusieurs types de chirurgies possibles pour les personnes trans. Euh, de quelle chirurgie ils parlent? Dans le sens où est-ce que c'est tellement pas clair, le stress est de peut-être devoir avoir des chirurgies non désirées pour devoir avoir une mention de genre et de sexe qui coordonne avec l'identité que j'ai, mais de même pas savoir de quelle chirurgie on parle ici, ça rajoute encore plus un stress parce que comme on le sait tous, le système médical québécois en ce moment offre pas des services adéquats aux personnes trans en lien avec les chirurgies. Les listes d'attente sont pleines, le stress, les services sont pas toujours adéquats. Comment le gouvernement peut passer un projet de loi qui viendrait engorger, en fait, le système médical par rapport aux chirurgies affirmatives dans le genre, sans même prendre le temps d'offrir un système qui est adéquat. Ça me fait poser beaucoup de questions. Puis juste par rapport à mon corps, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Est-ce qu'ils veulent que j'enlève mon utérus? Est-ce qu'ils veulent que j'aille un pénis? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous comprenez? Comme il y a beaucoup de questionnements qui sortent puis qui apportent vraiment juste de l'incompréhension, en fait. Merci, Henri-June. Gabriel, je te laisserai la parole. Oui, en fait, excusez-moi, je suis un peu ébranlée encore. J'ai vraiment de la misère. Mais je trouve que j'ai vraiment l'impression qu'on fait la guerre à mon corps. J'ai vraiment l'impression qu'on veut nous formater sur une façon d'exister précise. Puis moi, je trouve que ce gouvernement-là, OK, oui, il y a eu l'initiative d'aller chercher un organisme qui s'occupait de la question, mais je pense que c'est pas assez consulter juste un organisme. Je pense qu'on aurait dû consulter beaucoup plus d'organismes parce qu'il y a tellement de réalités différentes. Puis ce que je questionne, en fait, c'est que au lieu de s'attaquer à mon corps, j'aimerais ça que l'État s'attaque au corps médical, au corps politique, au corps juridique, où est-ce qu'on fait des formations avec des personnes concernées par la situation, les réalités trans, non-binaires et intersexes. Puis je le sais qu'il y en a des gens qui sont prêts et prêtes à parler, à informer, parce que moi, je trouve que c'est moins d'énergie de former des gens que de devoir sans cesse lutter pour sa propre existence. Et ce que ce gouvernement-là fait en ce moment avec ce projet de loi-là, c'est de vouloir nous invalider, d'invalider notre légitimité d'exister, notre identité. Moi, je trouve que c'est vraiment dangereux. Il y a un danger, c'est d'une violence inouïe et ça va contre l'encontre ça va à l'encontre des droits fondamentaux de l'humain, en fait. Mm-hmm. Puis, je pense juste que on devrait... c'est ça, le gouvernement nous a écoutés, mais il ne nous a pas entendus. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Mm-hmm. Et entendre, c'est de prendre des actions suite, des actions concrètes et qui prend en considération tout le monde. Je vois que, OK, on a fait quelque chose pour les personnes non-binaires, mais au détriment d'une autre communauté qui est la communauté trans. Donc, ce n'est pas vraiment une inclusion pour moi. Je pense qu'il y a une lacune énorme dans ce projet-là. Merci, Gabriel. J'ai envie d'aller avec toi, Mireille. Gabriel parle de invalider l'identité, invalider ce qu'on est. Peux-tu nous dire un peu l'impact d'une invalidation comme ça, selon toi, là, en fonction de ton expertise dans l'intervention?
L'impact, c'est faiblement le dire. En fait, là, non seulement il y en a énormément, mais euh, sur différents points, parce que là, c'est un gouvernement, c'est l'État qui ne nous reconnaît pas comme une personne à part entière, comme les personnes cis. Déjà, c'est en soi non seulement un impact personnel pour la personne elle-même, mais c'est une vision qu'on montre à notre société. Regardez, ces personnes sont différentes et vont être traitées différemment. Euh, donc, c'est un impact pas seulement personnel, mais c'est un impact social aussi. Ça encourage les violences. C'est important de le mentionner. Ce genre de décision-là, ça vient valider les gens dans leur, les personnes, par exemple, qui peuvent avoir des idées, des comportements, des violences transphobes, ça les valide dans leur sentiment de pouvoir faire violence aux personnes trans, non-binaires et intersexes. Donc, ça a une panoplie d'impacts. Ça amène aussi de la haine intériorisée. Veux pas, c'est une image qu'on nous propose c'est ça, qui amène les personnes à se détester. Évidemment, on sait aussi que les communautés trans, non-binaires et intersexes sont surreprésentées dans beaucoup de difficultés en santé mentale, entre autres les comportements et le suicidaire et le suicide. Et le gouvernement nous parle là, depuis des années d'essayer de prendre soin de soi. Là. Déjà, c'est... bref, on ne rentre pas en détail là-dedans. Mais ce qu'on vient de faire, en fait, c'est vraiment de mettre des clous là-dedans. C'est des barrières incroyables à une meilleure santé mentale, à un mieux-être, même à juste continuer de vivre pour beaucoup de personnes trans, non-binaires et intersexes. Là. Donc, les impacts, il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse les aborder même en une journée de 24 heures. Merci, Mireille. Avant d'aller avec toi, Hélène, j'aurais peut-être une autre petite question par rapport aux transitions, c'est-à-dire que on entend que dans le projet de loi, on dirait que le gouvernement essaie de définir qu'une personne trans doit se faire opérer ou avoir une chirurgie de confirmation de genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait un peu la réalité autour de ça? C'est-à-dire que c'est pas toutes les personnes trans qui souhaitent avoir cette chirurgie-là pour différentes raisons. Pouvez-vous nous expliquer un peu les types de transitions, puis pourquoi les gens pourraient décider de ne pas vouloir aussi ces opérations-là? J'irai avec toi, June, peut-être? Oui, bien sûr, mais je peux parler un peu de l'aspect plus transmasculin, puis je peux laisser Mhm. Gabriel parler de l'aspect plus transféminin. Parfait. Je dirais par rapport aux personnes trans, la transmasculine, la chirurgie qui est souvent le plus voulue, c'est la double mastectomie. Moi, j'explique souvent, c'est plus difficile de cacher que de vouloir rajouter, dans le sens où est-ce que personnellement, j'ai eu beaucoup plus de dysphorie de genre par rapport à mes seins que par rapport à mon organe génital, parce que c'est quelque chose que des gens voyaient tout le temps. Mes organes génitaux, c'est quelque chose que seulement mes partenaires sexuels ou le médecin va voir. Donc, c'est clair que la dysphorie est différente. Pour les personnes transmasculines qui veulent avoir donc, c'est de là que c'est pas tout le monde qui veut avoir une chirurgie affirmative des organes génitaux. Aussi, la non-binarité, notre sexe n'est pas notre genre. Donc, c'est pas parce que j'ai une vulve, j'ai un vagin que je suis automatiquement une fille. Je peux être un homme avec une vulve, puis on peut célébrer ça. Et le projet de loi vient décélébrer tout ça. Et puis aussi, il existe, comme j'ai dit, plusieurs types de chirurgie. Il y a des chirurgies qui vont venir créer un pénis, d'autres qui vont venir rallier justement l'urètre avec le clitoris, comme il existe plusieurs types de chirurgie. Puis, c'est qui est-ce qui décide en fait de quoi mes organes génitaux doivent avoir l'air pour être vus comme masculins. C'est super dangereux. Surtout que par rapport à la reconstruction pénienne, ben, c'est quelque chose de super demandant, c'est quelque chose qui prend des années, des années, des années. Alors, déjà là, si qu'est-ce qui est demandé, c'est une reconstruction pénienne, ben, est-ce que pendant disons, les 5 ans où est-ce que j'ai les chirurgies, les chirurgies pour la phalloplastie, est-ce que pendant ces années-là, il y a encore un F sur mes mentions ou il y a un M ou c'est après, comme plein de choses comme ça, ou est-ce que c'est pas clair parce que ça prend pas en compte les réalités
des personnes ou est-ce que les chirurgies, c'est pas quelque chose que tu rentres puis que tu sors puis que tout à coup, tu as un pénis? C'est plusieurs étapes. C'est plusieurs, c'est plusieurs étapes, plusieurs changements à faire. Puis c'est aussi des choses qui peuvent être douloureuses puis qui peuvent être super affirmatives pour les gens qui les veulent, mais qui peuvent être super violentes pour les gens qui les veulent pas, en fait. Donc, ouais, j'ai hâte de voir si le gouvernement de M. Legault va être capable de juste parler de manière franche, puis ou juste simplement de dire qu'ils ne sont pas informés puis qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Gabrielle, tu voulais-tu rajouter à ça? Oui, au niveau de l'aspect plus transféminin, en fait, nous, dans le fond, c'est la vaginoplastie, qui est une reconstruction, en fait, création d'une cavité, donc avec notre organe génital masculin, le pénis. Et puis, c'est une opération qui est bien sûr irréversible et qui peut parfois avoir des complications. Ce n'est pas tout le monde qui désire avoir cette opération-là non plus. Comme Henry June disait, moi, de mon côté, par exemple, c'est plus au niveau des seins, vu que c'est quelque chose qu'on voit, qui me rend plus inconfortable par rapport à ma dysphorie de genre. Mais ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que on sait aussi que les délais pour des chirurgies, ce n'est pas demain matin, en claquant des doigts, qu'on a une chirurgie. Donc, ça va faire juste un engorgement aussi, si ce projet-là de loi passe, un engorgement. Et après ça, qu'est-ce qui se passe quand on attend notre chirurgie? Est-ce qu'on a encore à montrer nos papiers comme pas changés, etc.? Donc, ça fait toujours des coming out perpétuels, des dévoilements comme ça d'identité. Et de mon côté, je regardais une statistique aux États-Unis, parce qu'au Canada, on n'a pas encore vraiment de données tangibles sur les études des gens qui entreprennent de faire des interventions chirurgicales au niveau des organes génitaux pour changer de sexe, la mention du sexe et de sexe aussi. Donc, c'est seulement le tiers des personnes aux États-Unis, selon le sondage, qui a mentionné ce désir-là. Donc, il y a le 2 tiers, donc plus de la moitié, en fait, qui ne ressent pas le besoin. Parce qu'il y a autant de façons d'être femme et homme qu'il y a des façons d'être une personne trans. Donc, pour moi, c'est vraiment violent, cette imposition-là de changer nos corps pour cocher une case, en fait. Merci, Gabrielle. Jérémy, tantôt, tu nous as un peu expliqué l'impact aussi sur les personnes intersexes là, dans le projet de loi. Hélène, j'ai envie de t'entendre un petit peu comment ça va se traduire dans la vie d'une famille ou dans la vie d'un enfant intersexe. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bien, ce qu'on peut constater avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est que le gouvernement semble oublier que l'autodétermination, c'est important, puis c'est comme s'il balayait l'autodétermination de toutes ces personnes-là sous le tapis en érigeant des barrières. La barrière pour les personnes, on va parler des bébés intersexes. Actuellement, quand un bébé intersexe naît, ce que la loi dit, c'est que même si ces organes génitaux sont ambigus, on n'est pas sûr nécessairement, on n'a pas à intervenir parce que la mention de sexe n'est pas reliée au physique. Donc, si on peut attendre, on peut décider d'attendre, on peut décider d'opérer, puis on peut marquer M ou F, selon notre meilleure connaissance. Avec la nouvelle loi, on écrit indéterminé lorsqu'on ne sait pas. Les conséquences sont terribles. C'est qu'à l'intérieur de quelques semaines, on va vouloir opérer le bébé pour que ses organes génitaux correspondent au modèle supposé, au modèle voulu de retrouvé habituellement chez les hommes et les femmes. Ça, d'ailleurs, Hélène, c'est déjà une lutte des groupes intersexes. Exactement. Là, hein? Encore aujourd'hui, si je peux me permettre, puis corrigez-moi si je me trompe, mais au Canada, on pratique encore des chirurgies sur des bébés dont on ne connaît pas l'identité, là, mais qu'on veut les rentrer dans une case, que ça soit masculin ou féminin. Exactement. C'est ça, c'est que nos normes sociales binaires créent vraiment des violences obstétricales et puis qui se jouent, il faut le dire, il faut le répéter, seulement au niveau cosmétique. C'est au niveau de l'apparence, on va mutiler des bébés. Puis les conséquences,
ben c'est pas compliqué. On a parlé tantôt d'infertilité. Il y a aussi perte de jouissance. Il y a aussi des infections urinaires, par exemple, à vie, parce que c'est très difficile d'opérer les bébés. Puis c'est aussi des opérations à répétition, parce que c'est ça qu'on oublie de dire aussi. Puis ça crée une grande incertitude, parce que les parents veulent le mieux pour leur enfant. Si on leur dit que le mieux, c'est d'opérer ton enfant qui va être plus heureux, bien, les parents vont dire oui, mais dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les éléments en main pour faire un consentement éclairé. On ne leur dit pas tout, on ne leur explique pas que ça serait mieux de ne rien faire, mais pour le moment, ils n'auront même plus le choix de ne rien faire. Il va falloir opérer les bébés. Selon les Nations Unies, l'ONU, c'est vraiment une violation des droits humains. Je ne comprends pas qu'en 2021, on ne réalise pas que c'est une violation des droits humains et d'une violence inouïe de vouloir opérer des bébés pour les conformer à un système social qui est dans notre tête, une construction sociale. Je veux dire, la nature nous dit autrement, là. Puis même avant le projet de loi numéro 2, les enfants intersexes étaient déjà... Il y avait déjà des problématiques importantes, mais là, si je comprends bien, le projet de loi vient exacerber ça, là. C'est tellement bien dit. Exacerber, justement. C'est comme s'il balayait d'un coup de revers de la main 20 ans de lutte. Merci Hélène pour ces précisions-là et ces explications-là. Mireille, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça. Je ne sais pas à quel point il y a autre chose à rajouter que c'est horrible. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer l'impact que des mutilations sur des bébés peut avoir. Puis là, on parle de mutilations sur des bébés, mais comme Hélène a mentionné, c'est des réalités qui continuent de suivre les personnes intersexes toute leur vie, les chirurgies, les rencontres médicales, les violences obstétriques, il y en a énormément chez les personnes intersexes, des gens qui vont avoir des centaines de rendez-vous médicaux en dedans de 1 ou 2 années et qui sont pas nécessaires à leur mieux-être physique, mais qui servent vraiment, si je peux le dire là, en bon québécois, à faire un show. On fait un show des personnes intersexes et de leur corps. Et là, c'est déjà une réalité, puis là, on se donne le droit de le faire. Et on le légalise. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Puis on parlait, là, Hélène, tu as beaucoup parlé des conséquences physiques là, sur le corps, entre autres de faire des opérations très jeunes qui peuvent aller de la stérilisation, les infections, il y en a plusieurs là, conséquences. Mais si on a entré un enfant dans la mauvaise case à son enfance, c'est-à-dire la case qui ne lui correspond pas au niveau de son identité, quels seraient les impacts psychologiques pour cet enfant-là? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on provoquerait, entre autres, probablement de la dysphorie de genre chez cette personne-là. C'est sûr. Mais ça crée tout un système de problèmes récurrents parce que déjà, si l'enfant a été opéré, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir accès à des nouvelles opérations pour revenir en arrière. Ça crée un nouveau problème. On ne sait pas du tout les modalités qui vont être adoptées. Puis, un des problèmes chez les enfants intersexes aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu es opéré, c'est parce qu'on te dit que ton corps n'est pas légitime. On te dit que tu es un monstre. Ton corps, là, il n'est pas bon. Fait que ça, c'est un sentiment tellement vécu chez les enfants intersexes de se sentir inapproprié, inadéquat, monstrueux, non voulu. Vous pouvez imaginer sur le plan de l'estime de soi puis de l'impact que ça a sur la vie future de ces enfants-là, vous pouvez imaginer ce que ça fait vivre. Puis les familles aussi, c'est qu'il y a aussi une espèce de secret aussi qui va entourer tout ça. Fait que le secret aussi est une espèce de chape de plomb dans lequel on plonge les familles aussi. Merci Hélène. Jérémy, je suis quand même curieux de comprendre comment on a pu en arriver à vouloir reculer comme ça. J'ai compris là, le jugement Moore, qu'on a voulu entrer dans ce que le jugement Moore demandait dans ses exigences, mais comment on peut avoir été aussi avant-gardiste, disons, je veux dire, avant-gardiste en gros guillemets, mais en 2015 pour dire toutes les formes de transition peuvent amener à un changement de mention de sexe, puis tout d'un coup, à peine 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans plus tard, on retourne à ce qu'on était, nous ramenant derrière plusieurs autres provinces canadiennes, là, si j'ai bien compris. Là.
Oui, j'ai pas été dans les discussions sur le projet de loi, évidemment, fait que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, honnêtement. Mais je pense que ça se connecte aussi à un mouvement plus large qui est très malheureux, mais un mouvement transphobe qu'on voit à travers le monde actuellement, de gens qui remettent en question la science, finalement, qui dit que l'identité de genre, ça existe, que les gens la déterminent eux-mêmes, que c'est pas la même chose que le sexe lui-même n'est pas binaire comme on le pense. Tu sais, la science a évolué tellement dans les dernières décennies là-dessus, puis le projet de loi de 2015 était un reflet de cette science-là, visait à faire en sorte que les lois au Québec respectent cette science-là, puis la mettent en œuvre. Puis là, finalement, on a un courant dans le monde actuellement qui va à l'encontre de ça, qui est problématique. Puis je pense que le projet de loi reflète ce courant-là, malheureusement. Là, après ça, c'est un choix de société qu'on a à faire, puis notre gouvernement a à se positionner. Tu sais, est-ce qu'il est du côté de ces personnes-là transphobes ou est-ce qu'il est du côté des personnes trans, non-binaires et intersexes? Puis, tu sais, une bonne chose, on va peut-être y venir plus tard dans la discussion, mais une bonne chose, c'est que le projet de loi est juste un projet de loi, justement, pour l'instant. Fait qu'il y a encore de la place au changement, rectifier la situation, puis parvenir à une solution acceptable, tu sais, pour tout le monde. Fait que ça, au moins, c'est peut-être une petite lueur d'espoir, là, puis on verra ce qui arrive dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Mais on est encore à l'étape du projet de loi, ce qui n'a pas fait moins vivre de violence aux gens qui ont vu ce projet-là. Donc, je trouve que c'est quand même important de le nommer. On sait aussi, tantôt, on a parlé de la notion de coming out forcé. J'aimerais ça y revenir un petit peu. Pour les personnes LGBTQ+, en général, le coming out, c'est l'histoire d'une vie, là. Des fois, on a l'impression que ça se passe une fois, on le dit une fois, puis après ça, on ne le dira plus jamais, alors que c'est pas ça, la vie. C'est qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, on va avoir à faire des coming out à un moment ou à un autre, si on le désire. Mais en quoi c'est différent dans le contexte actuel, un coming out forcé dans ce contexte-là? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Je te donnerai la parole, Gabrielle, peut-être, pour commencer cette fois-ci. En fait, avec ce projet de loi-là, si c'est appliqué, il faut tout le temps se justifier. Mettons, on s'en va juste au CLLC, par exemple. Et là, on parle à la réceptionniste ou le réceptionniste et on se justifie, mais des fois, il y a des gens en arrière de nous. Il y a des gens en arrière de nous qui nous entendent et c'est déjà malaisant de le faire avec quelqu'un, puis là, de devoir tout le temps le faire quotidiennement aux gens avec qui on va rencontrer, on va avoir affaire au niveau médical ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment éreintant. C'est quelque chose qui nous demande tellement d'énergie aussi de devoir se justifier, de devoir expliquer, ah ben là, j'ai ce marqueur-là, mais j'ai ce marqueur-là aussi, puis là, je suis en processus, mais là, je ne veux pas l'opération. Tu sais, il y a tout ça. Il faut tout le temps se justifier, expliquer. C'est des sujets personnels qu'on nous oblige à mettre de l'avant, là. Oui, puis c'est une charge mentale énorme. Puis moi, je sais que par le passé, avant que mes papiers soient changés, là, la mention de sexe, c'était terrible parce que là, on me regardait, on regardait le papier, on me regardait, puis là, on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y a une erreur ou quoi que ce soit? Est-ce que je suis une erreur? Donc, c'est ça que, à chaque fois, moi, j'étais toujours confrontée à ça. Et je ne veux pas que mes frères, mes sœurs trans vivent ça. Je veux que ça reste comme c'est en ce moment parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'avoir la chirurgie, l'intervention chirurgicale des organes génitaux. Donc, pour moi, c'est important, mais c'est juste quotidiennement, c'est essoufflant. Puis on ramène cette charge mentale-là à la maison aussi. June, je ne sais pas si tu voulais rajouter à ça. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai changé mon certificat de naissance, mais je suis dans le processus depuis quelques années parce que ça me prend du temps de changer tous mes autres papiers. Puis je préparais un petit truc récemment, juste avant mon permis de conduite, je suis en train de faire les tests. Et j'ai eu mon permis, peu importe, probatoire avant. Et là, j'essaie d'avoir mon permis permanent. Et juste d'aller à la SAQ, puis de m'asseoir, puis d'être comme bonjour. Et là, de devoir juste expliquer à la madame, bonjour, moi, je suis en processus de transition. Avant, mon autre carte, ça va être ce nom-là. Maintenant, je veux que ce soit ce nom-là. Comment ça fonctionne? Puis à chaque fois qu'on fait ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là doit aller voir son collègue, qui va voir sa supérieure. Puis là, on se ramasse toujours avec comme 5 personnes autour de la table. Puis là, tous les gens en arrière qui attendent, puis là, ils sont comme hey, c'est la première fois qu'on vit ça, là, on n'a jamais eu de personnes trans. Puis c'est beaucoup d'attention portée
sur soi. Fait que oui, moi, je dirais que déjà, à chaque fois que je vais dans le système médical ou dans le système légal, je vois des fonctionnaires, ils doivent toujours parler à leur supérieur. Donc, juste ça, c'est beaucoup. Imaginez si déjà sur ma carte, ce serait directement écrit que mon sexe à la naissance est féminin puis que mon genre c'est masculin. Ça serait partout. Je veux dire, imaginez aller à la SAQ, montrer sa carte et là, que la personne doit tout à coup parler à son supérieur parce qu'elle ne comprend pas. Comme plein de choses comme ça qui pourraient ajouter beaucoup d'épuisement aux personnes trans, puis aussi qui sont dit rarement, mais qui empêchent les personnes trans de sortir de chez eux. Dans le sens où est-ce que moi, j'ai la chance d'être une personne comme sociable, mais quand je suis épuisée, des fois, j'ai juste pas envie de sortir de chez moi parce que mon permis d'assurance, mon permis d'assurance, le permis de conduite va pas nécessairement être le même nom que nos trucs. À ma banque, des fois, ça va être pour les paiements, ça va être différent. Donc, toutes ces choses-là, on parle pas de déjà le processus de changer nos noms légaux et nos mentions de genre est difficile. Parce que quand tu reçois ton certificat de naissance, il n'y a pas de système automatisé. Tu dois toi-même appeler tout le monde. Tu dois appeler Fido, tu dois appeler la caisse de jardin, tu dois appeler tout le monde. Donc, ça, c'est très épuisant déjà. Clairement. Jérémy et Gabriel? Ben, Gabriel, vas-y, t'as levé la main. C'est juste, en fait, rajouter par rapport à, tu sais, ça fait 4 ans, je pense, 3 ans, j'ai changé la mention de sexe, puis je suis encore traumatisée des expériences que j'ai vécues de dévoilement sans cesse continu. Puis, moi, je m'en souviens, je retardais mes visites chez le médecin juste parce que je ne voulais pas avoir affaire à une réceptionniste. Alors ça, qu'est-ce que ça fait quand on retarde des visites puis on a besoin de voir un médecin? Des complications encore plus graves. Mm-hmm. Ouais. C'est important de le dire, ça, quand même, parce que c'est quand même, ça peut amener des dangers pour la personne. Là. Si je peux Oui, vas-y. Je peux juste rajouter, moi, avant que je commence la testostérone, un des trucs qui me stressait le plus, j'étais à l'époque à Concordia en études féministes, puis quand je tapais trans ou quand je tapais transmasculin sur les bases de données universitaires, les principaux documents qui sortaient ou les principaux papers qui sortaient, c'était tout sur la corrélation entre la prise de testostérone et le cancer des ovaires, en fait. Comme c'est le plus de recherches qui a été faite sur les personnes transmasculines, c'est sur ça. Vous comprenez? Et premièrement, c'est stressant. Est-ce que de commencer une hormonothérapie va faire que tu vas avoir une maladie que tu veux pas, que tu n'aurais pas à la base? Et d'en parler avec mes enseignants, mes enseignantes, la chose que ces recherches-là manquent, c'est que c'est pas la testostérone qui va nécessairement créer le cancer des ovaires, c'est le fait que les personnes transmasculines vont pas aller chez le gynécologue, ils vont pas faire des pap tests. C'est ça, en fait, qui fait parce que donc le cancer des cols de l'utérus, le cancer des ovaires, c'est des cancers qui sont quand même prévisibles, qu'on peut prévoir que s'ils sont pris au bon moment, ils ont un bon pourcentage de guérison. Mais c'est difficile d'apparaître comme un homme, d'avoir un vagin, d'aller au gynécologue. Je veux dire, c'est quelque chose qui est à moins que tu connaisses bien ton médecin, tu comprenez, mais c'est toutes ces choses-là que ça rapporte, en fait, constamment. Puis ce projet de loi-là vient nous remettre encore sur les épaules toutes ces réalités-là. Merci, c'est clairement une information importante à nommer, June. Tout ça part de la socialisation, en fait. Là, on a des hommes, des femmes dans notre société, puis on n'est pas capable de sortir de ce cadre-là. Donc, ça crée toutes sortes de détresse un peu partout. Jérémy, tu as baissé ta main. Je ne sais pas si tu voulais... Oui, je voulais juste rajouter rapidement peut-être la perspective des jeunes trans mineurs, en fait. C'est ceux-là que je représentais, en fait, dans le procès. Puis on a entendu des histoires qui vont dans le sens de ce que Gabriel puis June ont dit. Mais pour ces personnes-là, le projet de loi est encore plus violent à certains égards parce que pour ces personnes-là, ça peut être plus difficile d'obtenir les chirurgies requises pour faire le changement de la mention de sexe, d'une part. Puis d'autre part, il y a aussi de la recherche qui démontre que quand les jeunes trans ne sont pas soutenus par leurs parents, ça mène à de l'exclusion. Il y a des personnes trans qui sont tout simplement rejetées par leurs parents puis qui ont besoin, par exemple, de se trouver un logement, qui ont besoin de faire ces démarches-là.
Puis dans ces démarches-là, par exemple, pour trouver un logement, mais encore là, le problème du coming out forcé vient en ligne de compte. Puis, par exemple, imaginez avoir un document qui ne concorde pas avec votre identité. Puis là, un propriétaire peut être transphobe puis vous rejeter le logement tout simplement. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes personnes trans qui, à cause de ça, se ramassent à la rue. Puis le gouvernement dit qu'il veut travailler sur les problèmes d'itinérance, entre autres. Ces questions-là, ben, son projet de loi va empirer la situation à ce niveau-là aussi. Fait que les besoins des jeunes personnes trans aussi ne sont pas vraiment tenus en compte par le projet de loi. Oui, Gabrielle. Jérémy, je crois que plutôt on mentionnait que si dans le copie d'acte de naissance, il y a une modification avec ce projet de loi-là, ça va être mentionné qu'il y a une modification. Alors, je me disais, s'il y a des enquêtes de crédit, etc., quoi que ce soit, c'est sûr que ça va sortir dans les résultats, puis ça va encore avoir un risque d'exposition à des personnes transphobes. Exact. Ouais, même chose. Okay. Oui, c'est ça. Même chose dans le sens où est-ce que, en tant que personne trans, même, on dit les jeunes, mais les adultes aussi, ou est-ce que quand tu fais une transition, moi en ce moment, j'ai 2 codes de crédit qui existent dans le monde, parce que, puis ça, c'est dangereux en soi, mais pour les lier ensemble, il faut que j'appelle, il faut que je fasse des choses, et quand un propriétaire va aller faire une enquête de crédit, mais ça va être écrit. Ou ça va soit être que ça va être ma vieille code de crédit, ou ça va être ma nouvelle qui n'existe pas parce qu'elle a commencé seulement il y a 2 ans, vous comprenez? Fait que genre, c'est plein de petits trucs administratifs. Être une personne trans, c'est ça, en fait. C'est la chose la plus lourde, c'est oui, le regard des autres, la dysphorie, mais personnellement, un truc que je ne m'attendais pas, c'est la lourdeur bureaucratique d'être une personne trans. C'est intense. Et un truc que je répète souvent pour les alliés, c'est si vous voulez aider vos proches non-binaires, trans, intersexes, c'est de les supporter dans la bureaucratie, en fait. D'aller avec eux au rendez-vous, de les motiver à faire des appels, de les aider à remplir la documentation, parce que pour moi, c'est la chose la plus tangible qu'une personne alliée peut faire, c'est de nous aider à vraiment s'asseoir puis faire cette bureaucratie-là parce que c'est extrêmement lourd. Mm-hmm. Merci, June. En fait, Jérémy, tu as un peu mis en lumière ce que j'allais poser une question à Mireille pour mettre en lumière aussi parce que tu sais, June et Gabrielle nous disaient à quel point c'était éreintant de toujours avoir à expliquer qui on est, puis tout ça. Mais au-delà de ça, c'est que ces coming out forcés-là amènent aussi des situations de discrimination et de violence. Là, tu sais, donc des gens dans le fond, on met les gens en avant-plan, puis on les surexpose à des situations pas évidentes. Et Mireille, je ne sais pas, peux-tu nous parler un peu, parce que évidemment, chez Interling, on est à la base d'une ligne d'écoute, on est une ligne d'aide, d'écoute et de renseignement. On a eu des appels en lien avec ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état d'esprit dans lequel les gens nous appelaient, ou sans rentrer dans les détails personnels, évidemment, comme tu le sais, en fait. Oui, évidemment, mais en fait, je pense que ça va quand même ressembler beaucoup à ce que June et Gabrielle et Hélène ont parlé aujourd'hui. On entend beaucoup de panique, c'est sûr. On vient d'entendre, on a peur pour soi, on a peur pour nos proches aussi. Beaucoup de personnes trans non-binaires et intersexes ont une famille choisie ou un entourage qui vivent des réalités semblables et qui n'en sont pas nécessairement au même endroit dans leur transition, ou qui voulaient débuter une transition et que là, évidemment, mais ça remet en question leur vie. En tout et partout. Donc, c'est des choses qu'on entend, c'est sûr. Puis, cette peur et cette panique-là, tu sais, ce sont des émotions qui sont vraiment non seulement déstabilisantes, mais paralysantes. Et je pense que c'est un impact qui est vraiment important présentement. Pour certaines personnes, on a vu, il y a eu beaucoup là, d'actions qui ont été faites pour s'opposer à la loi, au projet de loi, et d'autres personnes qui sont pas capables de le faire, et c'est tout à fait valide et légitime. Il y a beaucoup de personnes qui, dans l'état où elles sont présentement, ne sont pas en mesure de lutter. Tu sais, tout à l'heure, Gabrielle, tu parlais de lutter pour ta propre existence.
il y a plein de gens qui n'ont pas cette énergie-là et présentement, c'est beaucoup ce qu'on entend. Puis si tu me permets, je vous renverrai la question, Henri-June, Hélène puis Gabrielle. Qu'est-ce que vous entendez dans votre entourage? Je sais, Gabrielle, qu'il y a beaucoup de gens qui te joignent sur les réseaux sociaux. Henri-June, tu es aussi très présent, entre autres sur Instagram, mais sur d'autres médias. Qu'est-ce que vous entendez des gens que vous connaissez, mais des gens qui vous joignent concernant la lutte aussi? Puis Hélène aussi, j'aimerais beaucoup ça t'entendre. En fait, de mon côté, j'ai des témoignages d'adolescents, adolescentes qui m'écrivent, qui me disent soit merci de prendre la parole, mais surtout, je suis apeurée, je suis atterrée, tétanisée par ce projet de loi-là. J'entends aussi des parents qui m'écrivent, qui disent depuis la semaine passée, on est stressé, on ne sait pas quoi faire. Oh oui, on remplit les trucs pour s'objecter à l'Assemblée nationale sur les pétitions, etc. Mais c'est juste comme on se sent menacé dans notre quotidien. J'entends des gens qui saluent, c'est ça, les gens qui prennent la parole, mais ce que je ressens beaucoup, c'est de la peur. Ça se lit vraiment très, très présent. Puis c'est comme, ça me fend le cœur de lire ça parce que la jeunesse, c'est le futur. Même chose de mon côté, je reçois beaucoup de messages de parents de jeunes enfants trans, non-binaires, créatifs dans le genre, qui sont en état de panique, en fait, qui ne savent pas qui est déjà être un parent d'un jeune enfant ou d'un enfant trans, non-binaire. Tu as déjà plein de questionnements, tu n'es déjà pas confiant du futur de ton enfant. De rajouter ce projet de loi-là, c'est clair que ça rajoute une panique immense. Oui, même chose que comme Gabriel, je dirais que la chose que je vois le plus dans mes réseaux sociaux, dans mes proches, c'est un sentiment de panique, une incompréhension. Puis cette incompréhension-là, elle est vraiment présente à cause que le projet de loi est clairement mal informé. Et que beaucoup des personnes trans qui font pas d'études là-dedans, que c'est juste un vécu réel, ont plus de connaissances sur les réalités trans que qu'est-ce que le gouvernement nous présente en ce moment. Et juste ça, c'est un état de panique. Ou est-ce que de se rendre compte que les gens, ils savent même pas quoi qu'ils parlent puis qu'ils ont autant de pouvoir sur ton futur. Merci, June. Hélène? Bien, ce qui est surprenant, c'est en 2015, la célébration, la joie qu'on avait enfin que le gouvernement impose plus des critères arbitraires comme les opérations pour pouvoir avoir nos mentions, nos changements de mention de sexe, puis nos changements de prénom. C'était l'euphorie. Puis on pensait que c'était acquis. Je me disais, je recevais des jeunes dans mon bureau qui étaient tellement heureux que enfin, c'était merveilleux. On n'aurait jamais pu penser que maintenant, 6 ans plus tard, il y a un renversement de situation totale. Nos droits sont tellement fragiles. Moi, c'est l'insécurité que ça me fait vivre, pas juste pour ces droits-là, mais pour tous nos droits. Je veux dire, si on peut être bafoué comme ça, qu'est-ce qui s'en vient demain puis après-demain? Toujours se battre. June en parlait au début, June qui nous disait là, la fatigue là, que ça nous crée. On peut-tu juste vivre, calvaire? On peut-tu juste être soi? On peut-tu juste avoir la joie d'être soi? Qu'est-ce qui se passe? Je parlais au début comment j'étais sidérée, c'est encore ça, là, je veux dire. Puis là, on se lève, on est combien qui parlent là, depuis que ça s'est sorti? Les réseaux sociaux sont en ébullition, mais est-ce que le ministre il nous entend? Est-ce qu'il nous entend avec ses tripes? Est-ce qu'il nous entend? Merci, Hélène. C'est un cri du cœur qui résonne beaucoup, je trouve. On peut-tu juste célébrer qui on est? Puis merci pour ça. Oui, Gabrielle? C'est le sentiment, Hélène, tu me fais penser, c'est le sentiment de trahison que j'ai en fait, qui m'habite, qui m'assaille depuis jeudi, quand ça a été déposé. Parce qu'on était bien, on avait tellement travaillé fort pour ça, de tous les aspects au niveau juridique, plein de personnes trans. Puis, tu sais, c'est un combat qui est nécessaire parce que là, on est menacé dans notre intégrité.
Mais c'est qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a des gens qui meurent parce que ça les affecte tellement, puis ça les a affectés avant, quand ce n'était pas encore en vigueur. Et là, on parle de vie humaine. J'espère que le gouvernement est conscient qu'il y a des vies qui sont en jeu. Tu as entièrement raison, Gabriel. On le sait, les statistiques pour les idéations suicidaires puis les tentatives de suicide chez les personnes trans sont, je veux dire, c'est au moins 7 personnes sur 10 qui ont eu des idéations suicidaires. C'est épouvantable comme statistique, là. Donc, je pense qu'il est aussi important de le nommer. Puis, ça amène un peu, je trouve, le sujet de le projet de loi, il est, tu sais, les gens ont dit que c'était un projet de loi qui était violent. Mireille, je sais que tu as envie de nous dire quelque chose là-dessus. Vas-y pour vrai, je pense que c'est important de le nommer, là. Oui, bien en fait, une des choses, tu sais, on parle du projet de loi comme étant violent par lui-même, puis ça, je pense que c'est extrêmement important, là. On va accepter le bruit de fond, écoutez, là. Pas grave. Donc, le projet en tant que tel, c'est la violence, c'est un exemple flagrant pour moi, comme j'ai dit, de violence systémique. Mais la réaction par rapport aussi au soulèvement qu'il y a depuis les derniers jours est une forme de violence. C'est effectivement, en français, ce qu'on appelle du détournement cognitif ou en anglais du gaslighting, qui est quand même bien accepté là, dans nos façons de parler. Le gaslighting, en fait, c'est de remettre la faute sur ce qui se passe aux personnes qui vivent elles-mêmes la violence. Par exemple, en disant, écoutez, c'est que vous n'avez pas compris le projet qu'on vous offre. Non, on répond aux choses que vous avez notées. Non, on avait des personnes trans autour de la table avec nous qui ont été consultées. C'est une façon, en fait, de bloquer les critiques et de nommer comme on n'accepte pas ces critiques-là parce qu'en fait, c'est vous qui ne comprenez pas. Et ça, non seulement le projet est violent, mais c'est d'une autre violence inouïe de dire vous n'avez pas raison de vous soulever, vous n'avez pas raison de parler contre le projet de loi. Il répond à vos demandes et donc, en ce sens, c'est vous, encore une fois, qui êtes le problème par rapport à comment vous lisez ce projet-là et comment vous le vivez. Et je pense que c'est vraiment important de le mettre de l'avant pour que le gouvernement comprenne à quel point c'est important de faire preuve d'ouverture présentement pour les critiques. Oui, mon amour, ça ne sera pas là. Donc, pour être capable de recevoir les critiques et faire évoluer ce débat-là sur la place publique. Mais Mireille, tu peux t'occuper de ton petit ange, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est super important la notion que tu viens d'amener. C'est d'ailleurs une notion super importante quand on veut avoir une posture inclusive, donc d'être dans l'ouverture face à l'autre et à la diversité. Effectivement, j'espère que les gens vont l'écouter, cette conversation-là. Puis, je vous trouve vraiment généreuse là, d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais ça m'amènerait quand même à peut-être parler des prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes? Je ne sais pas, Jérémy, peut-être que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les prochaines étapes quand on dépose un projet de loi? Puis peut-être aussi, après ça, si vous voulez partager au niveau du militantisme, il y a des choses que vous avez envie de dire face à ces prochaines étapes-là. Je serais super intéressé de les entendre. Donc, Jérémy en premier, peut-être? Oui, donc sur le plan du processus législatif, là, le projet de loi a été déposé. La prochaine étape, c'est qu'il va être référé à une commission parlementaire qui va probablement faire des consultations en premier lieu, donc entendre des groupes communautaires, des individus qui sont intéressés par le projet de loi et qui veulent donner leur opinion. Puis cette commission-là aussi reçoit les commentaires des citoyens. Donc, même si ça ne vous tente pas d'écrire un mémoire au complet pour la commission, il y a un site web qui va être ouvert où vous allez pouvoir écrire vos commentaires sur le projet de loi puis donner votre opinion. Fait que ça, c'est super important de le faire. Puis par la suite, la commission va se pencher de façon plus détaillée sur le projet de loi, donc article par article, puis va avoir à ce moment-là l'occasion de faire des amendements. Donc, le ministre lui-même va pouvoir proposer des amendements ou les autres membres de la commission parlementaire. Puis on espère justement que les amendements seront proposés pour que quand le projet va revenir à l'Assemblée nationale ensuite pour adoption, qu'il soit conforme aux attentes des communautés. Mais Jérémy, au-delà de la démarche, là, de tout ce qu'il y a à faire dans le processus, là, le gouvernement a quand même une responsabilité d'aller s'éduquer puis de faire ses devoirs parce que de donner la voix à la majorité de la population qui n'a pas cette éducation-là, c'est dangereux, là.
Oui, tout à fait. Puis il y a ça. Puis c'est aussi ironique, on ne l'a pas noté jusqu'à maintenant, mais le ministre Jolin Barrette est aussi ministre responsable de la lutte contre la transphobie et l'homophobie. Donc, c'est sûr qu'il y a le chapeau de ministre de la Justice, puis c'est à ce titre-là que le projet de loi est déposé. Mais en tant que ministre responsable de la lutte contre la transphobie et l'homophobie, je pense que c'est sa responsabilité, effectivement, de consulter, de s'éduquer, puis d'agir en conséquence. Puis nos groupes vont être là pour le faire. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec lui et d'en jaser. D'autres commentaires face aux prochaines étapes, vos prochaines étapes? Oui, vas-y, Gabrielle. Bien, moi, ce serait qu'on continue d'en parler, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, puis ça peut facilement vite tomber en dessous du tapis, être placé en dessous du tapis. Puis je trouve que c'est ça. Moi, je vais continuer de mon côté là, sur mes réseaux, puis d'informer ma communauté, puis plus large aussi, parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est nécessaire, en fait. Moi, je le vois comme une nécessité de toujours mettre ça de l'avant, même si peu importe ce qui arrive dans l'actualité. Et j'espère que les autres partis politiques feront ça aussi, d'en parler, et de toujours pointer ce projet de loi-là. Puis c'est ça, qu'on soit toujours unis, en solidaires aussi dans tout ça. Merci, Gabrielle. Hélène, Henri-June, avez-vous des commentaires aussi? Je dirais juste que ce qui se prépare, j'espère que ça va être un bon 2-3 jours de sommeil. Mais après ça, de pouvoir se relever, je vois déjà les groupes communautaires commencer à se lever, écrire des mémoires. Je pense qu'on peut avoir confiance. Puis un truc qu'une amie a dit récemment sur les réseaux sociaux aussi, c'est que le travail a déjà été fait, justement avec le rapport Moore, puis avec la poursuite. Puis ce travail-là existe déjà, donc d'aller rechercher en fait ce qui a été fait pour... c'est triste qu'on aille à faire ça, n'est-ce pas, parce qu'il pourrait très bien aller le faire seul, mais d'aller rechercher ce qui a été fait pour le remettre de l'avant, parce que on part pas de zéro ici. Comme le travail a déjà été fait dans le passé, déjà en 2015 a été fait, donc je pense qu'on peut retourner visiter ce qui a déjà été fait pour aller vers le futur ensuite. Merci Henri-June. Mireille? Moi, j'aimerais profiter pour parler aux personnes alliées qui nous écoutent pour les encourager à prendre soin des personnes qui sont touchées par le projet de loi et de ne pas attendre que ces personnes-là demandent nécessairement de l'aide ou du soutien, mais de l'offrir d'emblée, de demander de quoi ces personnes-là ont besoin et ils y répondent le mieux possible. Henri-June et Gabrielle l'ont nommé, les communautés transnombinaires intersexes sont fatigués et on a besoin de les soutenir pour qu'ils puissent se reposer un peu. Puis chaque personne a des besoins différents. Donc, s'il vous plaît, informez-vous, prenez des nouvelles, demandez c'est quoi les besoins, puis s'il vous plaît, faites un effort pour essayer de soutenir. Je pense que c'est de façon individuelle, c'est une des choses qu'on peut faire. Écrivez aussi, s'il vous plaît, à vos députés de comté pour démontrer votre opposition à ce projet de loi-là. En tout cas, aux articles transphobes et du projet. Vous pouvez regarder également là, sur les médias sociaux d'Interligne. On a partagé des trucs qui ont été faits par le Conseil québécois, qui a déjà une lettre qui a été écrite. Si vous voulez soutenir cette cause-là, que vous pouvez envoyer à vos députés, vous pouvez personnaliser la lettre en allant sur leur site web, mais en regardant le Facebook d'Interligne puis le Instagram, on a partagé ces informations-là. Donc, n'hésitez pas. Je tiens quand même à vous remercier. Personne généreuse que vous êtes. Merci beaucoup, Gabrielle. Tu es déjà une porte-parole formidable, mais ce matin, en mettant les tripes sur la table, je sais que ça demandait un effort de plus et je l'apprécie grandement. Même chose pour toi, June, avec qui j'ai des contacts plus en dehors de chez Interligne, mais à travers nos discussions de DG d'organismes, d'anciens DG d'organismes. J'apprécie énormément le partage du vécu expérientiel. Hélène, qui est membre de mon équipe également. Hélène qui est toujours pertinente et qui nous a fait
un cri du cœur, je trouve, qui représentait bien ce qu'on entend à l'heure actuelle dans nos communautés. Merci beaucoup. Merci Mireille aussi pour l'intervention, pour ton expertise dans la militance, mais aussi dans le domaine de la ligne d'écoute chez Interligne. Et Jérémy, qu'on a la chance d'avoir sur notre conseil d'administration chez Interligne. Tes propos toujours très éclairants, empreints de sensibilité, comme quoi des juristes sensibles, ça existe. Et on est vraiment content d'en avoir un au sein du conseil d'administration chez Interligne. Et j'invite toutes les personnes qui ont besoin de parler. Je réitère que la ligne d'écoute d'Interligne, elle est là, que ce soit par clavardage, texto ou téléphone, le 1-888-505-1010, 1-888-505-1010. On est là pour vous, on est là pour vous écouter, vous avez le droit de pleurer, crier, vous fâcher contre la loi, pas contre nous, mais contre la loi. Et ça va nous faire plaisir de tendre l'oreille et de vous accompagner là-dedans. Merci tout le monde. Merci, je vous souhaite une belle journée.